Évidemment, c'est un projet qui est gigantesque, ambitieux et qui a un horizon de temps très lointain. C'est-à-dire l'effet de la zone de libre-échange ne veut pas se faire sentir immédiatement. Vous le savez, le commerce intra-africain tourne aujourd'hui autour de 20 à 22% en moyenne. Et donc par conséquent, pour pouvoir booster enfin, ce commerce interafricain, il faudrait lever un certain nombre d'obstacles. Au-delà enfin, du démantèlement tarifaire, qui vient d'être négocié à Niamey, avec des listes de concessions sur lesquelles les différents pays se sont mis d'accord, avec des horizons enfin, sur 5 ans et sur d'autres produits sur un horizon de 13 ans, avec aussi des listes qui sont plus sensibles que d'autres qui ont été retenues comme étant faisant l'objet d'une durée de démantèlement enfin, plus lointain. La libéralisation prévue par ce dispositif d'accord de libre-échange ne peut avoir d'un effet que si, parallèlement à cela, un certain nombre d'obstacles sont levés, notamment les obstacles liés aux barrières tarifaires, qui, quelles que soient les barrières douanières à relever, la circulation des marchandises rencontre un certain nombre d'obstacles liés à la qualité des produits, aux normes phytosanitaires, aux logistiques, au contrôle douanier, etc. Donc les barrières tarifaires parfois sont beaucoup plus importantes que les barrières tarifaires en tant que telles, comme obstacle au commerce. Il y a des obstacles aussi techniques aux échanges, liés évidemment à la question de transport ou à la réglementation, de la logistique et d'autres. Il y a aussi un certain nombre d'obstacles fondamentaux qui se relèvent de la facilitation du commerce, c'est-à-dire les contrôles douaniers, la durée de temps, les obstacles qui sont liés à la corruption aussi. Donc autant de phénomènes qui sont, disons, toujours présents enfin, dans les échanges enfin, interafricains du commerce et qui, au fait, sont beaucoup plus déterminants que l'engagement sur le démantèlement tarifaire. Il est vrai que l'accord a prévu un certain nombre d'annexes relatifs à tous ces aspects de la facilitation du commerce. C'est une volonté qui est affirmée, maintenant il reste à la traduire dans les faits. Il y a un engagement des pays pour que ces annexes, qui sont fondamentales dans la libéralisation du commerce, puissent être, disons, retenues et en même temps achevées d'ici septembre, novembre. Espérons évidemment que cet horizon sera respecté. C'est la question évidemment enfin, la plus complexe dans tout processus de libéralisation des échanges dans un cadre d'intégration entre un certain nombre de pays. Parce qu'on ne peut accepter un pays à accéder librement et de façon préférentielle dans un marché d'un autre pays que si l'on considère ce pays est originaire du pays expéditeur. Donc la question enfin, de l'origine, de ce qu'on pourrait appeler le Made in Africa, est l'objet véritablement enfin, d'une grande négociation qui risque aussi de prendre un peu de temps. Aujourd'hui, il y a eu un accord enfin, sur Niamey, au moins sur ce qu'on pourrait considérer comme les règles minimales d'origine. C'est-à-dire combien un produit venant d'un pays africain peut-il tolérer ou accepter de matières premières ou de biens intermédiaires provenant enfin, d'une origine extérieure à l'Afrique. Mais évidemment, cette règle d'origine se différencie selon les produits. Elle n'est pas la même selon les produits agricoles, ou selon les produits intermédiaires, ou les produits industriels, etc. Donc il s'agit d'aller un peu plus loin que le principe qui a été retenu, de dire bon, on accepte un tel taux de valeur ajoutée venant enfin, de l'extérieur, dans les produits enfin, dans chacun des pays, mais en même temps et surtout de pouvoir les négocier par type de produit. Et aujourd'hui, par exemple, sur les questions des produits de la pêche, sur les questions agricoles et sur des produits qui nous intéressent, nous, en tant que pays Maroc, dans les échanges internationaux, dans les échanges évidemment enfin, de l'Afrique, c'est-à-dire le véhicule automobile, les listes et les règles d'origine n'ont pas encore été adoptées. Et ça prendra un peu de temps. C'est-à-dire le grand obstacle à l'élargissement du champ du commerce intra-africain,
au-delà de ce qu'on vient de dénoncer, disons, enfin, d'indiquer, c'est-à-dire les obstacles non tarifaires et les obstacles techniques au commerce, réside dans la capacité de l'offre africaine. La capacité de l'offre africaine, c'est-à-dire sa diversification, et en même temps le fait, justement, d'avoir des politiques de développement dans chacun des pays permettant de créer les complémentarités à l'échange. Aujourd'hui, le faible développement de l'industrie dans les pays africains limite la capacité évidemment des échanges inter-africains pour des produits d'origine africaine. Ce n'est pas évidemment le seul secteur. Il y a évidemment d'autres secteurs qui sont aussi importants, qui sont des secteurs d'accompagnement de la politique industrielle ou disons des échanges industriels. Le secteur des services, qui a fait l'objet évidemment d'un débat et de négociations à Niamey et dans les négociations préliminaires au sommet de Niamey. Or, la libéralisation des services, qui est fondamentale pour l'accompagnement de la politique des échanges de marchandises, parce qu'elle concerne non seulement aussi des produits qui sont liés à l'industrie, mais aussi des services particuliers, comme les services à l'entreprise, les services financiers, etc., nécessite aussi des négociations sur un horizon déterminé et qui sont extrêmement complexes et difficiles à résoudre. Donc il y a un obstacle qui est celui de la capacité de l'offre, mais il y a en même temps tout ce qui est lié au service d'accompagnement des échanges de marchandises. Par contre, la monnaie unique, ce n'est pas un problème de l'immédiat. On peut aller vers une ouverture des échanges, une libéralisation, et chacun des pays garde sa souveraineté monétaire. Donc la monnaie, au fait, ou la monnaie unique, n'est que la phase finale d'un processus d'intégration. Vous voyez un peu ce que c'est aujourd'hui l'Europe. Même l'Europe à 23 ou 24 pays, tous ces pays ne sont pas dans la zone euro. Donc la monnaie unique, c'est la phase ultime, disons, de convergence des politiques économiques et d'unité économique et de transfert de souveraineté sur la monnaie. Et le transfert de souveraineté sur la monnaie pour avoir une monnaie unique, il faut aussi un transfert des budgets, des politiques budgétaires, ou en tout cas des coordinations des politiques budgétaires. Et ça, c'est la phase ultime de l'intégration. Tout processus d'intégration obéit à un certain nombre de phases. L'approche, disons, classique de l'intégration économique dans tous les pays, qu'ils soient en Afrique ou en Asie ou aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs, c'est de passer d'une phase de zone de libre-échange à une union douanière, puis à un marché commun, puis à une union économique. Et chacune des phases est caractérisée par des convergences des politiques économiques, soit à l'échelle des commerces, soit des politiques économiques générales, macroéconomiques, qui nécessitent évidemment des accords entre les pays concernés pour réguler leur espace ouvert selon les mêmes normes, selon les mêmes modalités. Mais évidemment, ce processus qu'a suivi l'Europe ou qu'a suivi l'Amérique latine, il y a des phases qui sont parfois interconnectées. Vous ne pouvez pas, évidemment, aller vers le marché commun si avant vous n'avez pas une union douanière. Mais en même temps, une union douanière qui protège le continent, dans le cas de l'Afrique ici, ou qui protège un ensemble de pays dans une phase d'intégration, nécessite aussi la coordination des politiques budgétaires ou des politiques monétaires. Donc c'est le phasage est le même. Mais par contre, ce qui spécifie le cas africain, c'est que nous sommes dans une logique d'intégration continentale, c'est-à-dire qui réunit plus de 50 pays, même si tous les pays n'ont pas encore ratifié cet accord. C'est un méga-projet. Et quand on est dans une logique de méga-projet, les problèmes deviennent beaucoup plus complexes. Et tous les méga-projets aujourd'hui d'intégration ont eu des difficultés à se mettre en œuvre, même dans les ensembles qui sont les plus harmonisés du point de vue de la réglementation et qui ont des niveaux de développement qui se rapprochent. La zone d'intégration d'Amérique, la zone d'intégration de l'Asie, les zones d'intégration intercontinentale, Europe, États-Unis, ce sont là des méga-projets. Mais des méga-projets, qui demandent évidemment beaucoup de temps parce qu'il s'agit d'harmoniser toutes les politiques économiques. Et aujourd'hui, si on opte pour ces méga-projets, c'est parce qu'il y a une crise de multilatéralisme et on considère que les intégrations transrégionales peuvent assurer plus de sécurité pour un ensemble de pays pour converger
autour des mêmes objectifs de développement. Or, il faut accompagner cette politique par une harmonisation des politiques économiques de manière large, de la monnaie, du budget, enfin des échanges, etc. Ce qui est évidemment un processus extrêmement complexe.